Bonsoir à tous les amis de la Nouvelle. Donc voici notre deuxième soirée en bref qui est consacrée à la Nouvelle. C'est un cycle qu'on a lancé dans l'enthousiasme il y a quelque temps déjà. Une petite troupe d'amis qui écrivent des textes brefs ou des nouvelles, entre autres. Et ce soir, donc, c'est la deuxième soirée du cycle. Et il y en aura une troisième cette année. Et puis, qui sait, on va peut-être durer. Alors, ce soir, mes invités, ce sont deux écrivains, un directeur de revue et une directrice de maison d'édition. Pour l'instant, c'est le format qu'on avait choisi, de mêler à la fois des auteurs de nouvelles et une revue et une maison d'édition. On l'a fait la dernière fois. Là aussi, on verra comment ça continue. Donc, je vous présente Ella Ballart, qui est administratrice de la Société des gens de lettres, par ailleurs, et qui est auteure. Donc, Ella a écrit... À la fois, elle écrit beaucoup de choses différentes. Elle a écrit une 50aine de nouvelles, ce qui explique sa présence ici. Elle a écrit des romans, 10 romans. Elle a écrit du théâtre, de la littérature jeunesse. Et elle a également créé, depuis 2014, un musée numérique collaboratif où l'on conserve la mémoire d'objets intimes, familiers, que chaque auteur veut bien présenter brièvement dans ce musée numérique. Allez voir si ça vous intéresse. Donc, avec Ella, nous allons parler de la nouvelle, et puis le livre de référence, pour ce soir en tout cas, ce sera « Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces » qu'Ella a publié aux éditions des Femmes, qui est, je crois, devenu son éditeur régulier. Ensuite, Marie-Hélène Lafont, à ma droite, qui est aussi auteure de nouvelles et auteure de romans. Des nouvelles qui lui ont valu un franc succès, puisqu'elle a eu, voyons voir quelle année, elle a eu d'abord un prix Renaissance de la Nouvelle en 2003, et puis le Renaudot des lycéens, ça c'est pas sur la nouvelle, c'était un roman en 2001, Le sort du chien, mais si je ne me trompe pas, ça donnait aussi une nouvelle qui est dans ce recueil, il me semble. Et puis, Histoire du fils qui a eu le Renaudot en 2020. Et enfin, surtout, le prix Goncourt de la nouvelle. Et je m'aperçois que j'ai... 2016, je crois. Merci. Je n'avais pas noté. Alors, Marie-Hélène a publié à 2 reprises un recueil de ses nouvelles. La dernière version qui s'appelle Histoire au pluriel, publié chez Libretto. Il y a, je crois, toutes les nouvelles telles que tu les revendiques aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. À ma droite, Lakis Progidis, vieux complice. C'est ma gauche, tu as raison. Vieux complice. Et une tape sur les doigts, ça va être comme ça tout le temps, ça va être terrible. Lakis a créé, avec Doris, ils ont créé une revue qui s'appelle L'Atelier du roman en 1993. Tu vas me corriger encore ? Non, ça bon, va. Ça va. Et donc, dans cette revue, ce qui est intéressant, c'est que elle a une particularité, si je puis dire, c'est que c'est une revue qui s'intéresse au roman, à l'art du roman, et qui donc se distingue à la fois de la critique journalistique qui concerne les romans et qui se distingue aussi de la critique universitaire, des travaux universitaires sur le roman. C'est une revue qui est faite par des écrivains. Donc ce sont des romanciers qui écrivent sur l'art du roman. Alors, j'en profite pour dire, Lakis et moi, ça doit faire 30 ans qu'on se connaît. 30 ans. Alors, évidemment, excusez-moi, mais je vais tutoyer la plupart des gens qui sont là, puisque ce sont des personnes avec lesquelles je travaille, nous travaillons, nous rencontrons depuis des années, donc c'est pas qu'on veut favoriser l'entre-soi, mais c'est ridicule de vous voyez des gens qui se fréquentent depuis si longtemps. Lakis donc a consacré cette année, donc comme il le raconte d'ailleurs dans le numéro, une fois qu'il me parlait d'un recueil de nouvelles que j'avais publié l'an dernier,
dans la discussion que nous avons eue, nous avons discuté du fait que la nouvelle avait si peu de succès et tant de difficultés en France, et on s'est dit, et si on faisait un numéro sur la nouvelle dans l'atelier du roman? Et donc est paru ce numéro pour lequel le titre génial a été trouvé par Lakis, « Pourquoi sommes-nous sans nouvelles ?» Numéro qui sera sur la table. Pourquoi sommes-nous sans nouvelles? Et donc il y a plusieurs auteurs, Marie-Hélène par exemple, moi et d'autres qui sont là, qui ont écrit dans ce numéro de l'atelier du roman. Enfin, Awa est la directrice d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Version courte. Donc vous voyez venir la raison de cette invitation. Il n'y a pas tant de maisons que cela qui proposent des nouvelles, la publication de nouvelles ou de formats courts. Et donc il nous a paru vraiment très intéressant d'interroger Awa sur les raisons pour lesquelles cette maison d'édition avait été créée. Et puis, nous connaissons aussi une de leurs autrices qui est là et qui a d'ailleurs ouvert le feu dans cette maison d'édition, Anne-Sophie Barraud, dont vous allez peut-être nous parler, puisque c'était le premier recueil de nouvelles que vous avez publié. Donc, vous voyez, nous sommes ici au complet, en tout cas tous les acteurs, tous les intervenants possibles de ce territoire qui est la nouvelle. Et je vais peut-être commencer par vous, mesdames, pour vous demander finalement toutes les deux votre particularité, c'est que vous écrivez des nouvelles et des romans. C'est-à-dire que la nouvelle n'est pas un genre exclusif. Il y a d'ailleurs peu d'auteurs qui pratiquent exclusivement la nouvelle. La plupart du temps, il y a des allers-retours entre les deux formes. Et j'aimerais que vous nous disiez vous-même comment vous... Alors, peut-être que je vais demander à Marie-Hélène, parce que je sais que tu as commencé par croire que tu devais écrire des nouvelles seulement, etc. La trouille, la peur, vas-y. Merci pour cette question. Et pardon à ceux qui m'ont déjà entendu dire ce que je vais répéter. Mais en effet, moi, quand j'ai commencé à écrire en 1996, j'ai écrit ce qui est catalogué, qui est rangé dans la catégorie des nouvelles de façon totalement empirique et par défaut, exclusivement parce que j'avais peur de ne pas tenir la route sur du plus long. Donc j'ai commencé par du court, en pensant, mais sans même le formuler, que c'était probablement plus facile. En tout cas, ça faisait moins peur. À mon sens, ça n'est pas plus facile, mais ça m'intimidait moins. Donc j'ai écrit d'abord une nouvelle qui s'intitule Liturgie et qui, en format publié, fait 10-12 pages. Et ensuite, d'emblée, j'ai écrit 2 textes qui étaient déjà plus longs et qui en font 35-40 pages et dont je ne savais pas, au fond, moi-même, ce que c'était. Mais je n'avais pas une longue pratique de la lecture de nouvelles et encore moins des nouvelles contemporaines. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire, c'était la pleine période où Annie Saumont publiait beaucoup de nouvelles. Et elle, à ma connaissance, j'y pensais quand tu disais que rares étaient les auteurs qui n'écrivent que des nouvelles dans le paysage littéraire français. Annie Saumont, à ma connaissance, elle a peut-être tâté du roman une fois ou deux, mais sinon, elle a publié massivement des nouvelles. Et je ne la lisais peu ou pas. C'était l'époque aussi, Christiane Baroche d'ailleurs, qui ne publiait que des nouvelles. Et puis je sais qu'il y avait ce festival à Saint-Quentin, je crois. Vous voyez, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En principe, j'aurais dû envoyer des textes. J'ai jamais tâté de tout ça. J'y suis allée de façon totalement empirique. Voilà. Et j'ai envoyé ces textes qui n'ont pas trouvé preneur, ces textes-là. Et je ne savais pas qu'il était très difficile, voire, j'en sais rien, peut-être impossible, ça sera, voilà, quand on n'a pas de nom, de trouver à publier des nouvelles pour commencer, en dehors de j'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, c'est Anna Gavalda, c'est ça, voilà, bon. Donc c'est complètement empirique. Alors, évidemment que j'avais lu les nouvelles de Maupassant, évidemment que j'avais lu Un cœur simple, vous voyez, voilà, parce que j'ai une culture classique de base, mais j'en étais là. Donc, c'est par défaut. Et c'est seulement quelques années plus tard que j'ai entrepris l'écriture de ce qui sera publié comme mon 2e livre de nouvelles. Et là,
j'avais peut-être, j'avais peut-être un peu plus conscience de ce que je faisais. Donc, je ne suis pas certaine, parce qu'en fait, et je vais terminer là-dessus, quand j'ai écrit le livre qui est devenu Organe, c'est-à-dire mon deuxième livre de nouvelles, et les deux sont rassemblés dans ce machin-là qui s'appelle Histoire avec d'autres nouvelles. Bien, quand j'ai écrit Organe, c'est une période de ma vie où je ne pouvais pas enseigner. Pendant 6 mois dans ma vie, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu enseigner. Eh bien, j'ai écrit en parallèle, j'ai rétabli dans ma vie d'écriture la double polarité. J'ai écrit en parallèle ce qui est devenu Les Derniers Indiens, c'est-à-dire un roman, et ce qui est devenu Organe, c'est-à-dire un livre de nouvelles. Vous voyez, je suis passée de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, comme si j'avais toujours besoin, moi, de cette respiration double. Donc, je ne suis pas certaine que ça nous fasse avancer beaucoup. Non, mais alors est-ce que cette respiration double, justement, ça n'est pas le passage nouvelle-roman, c'est une autre façon d'avoir un doublon, une proposition double? Oui, ça c'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, je pratique ça de façon presque, j'allais dire, instinctive. Et depuis le début, en fait. Et d'une certaine façon, ça continue dans les chantiers en cours, là, béants en ce moment, ce passage de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Merci. Et là, donc ce passage, roman, nouvelle. Bonsoir, et d'abord merci beaucoup de cette invitation à parler de la nouvelle ici. Alors, chronologiquement, moi je crois que mes premiers textes, c'était, je ne me suis pas trop posé la question, je ne suis pas sûre que ça fasse là non plus avancer beaucoup le schmilblick, parce que j'ai publié des textes dans des revues. Certains étaient très brefs, les revues de poésie ont appelé ça poème. Bon, va pour la poésie. D'autres revues ont appelé ça nouvelle, va pour la nouvelle. Mais moi, j'avais conscience d'écrire ni des nouvelles, ni des poèmes. J'écrivais des textes brefs, un peu étranges, parfois. Mais voilà, je ne m'étais pas posé la question générique. Et mon premier roman pour adultes qui est paru, c'était Marie Pirate. C'était un roman tellement bref qu'au tout début, on m'a dit, c'est pas un roman, c'est une novella. Donc la question des genres, en réalité... du moins à l'époque, je ne m'a pas trop préoccupée. À présent, si j'écris une nouvelle et si j'écris un roman, je fais la différence. C'est pas la même approche, c'est pas la même difficulté d'écriture, et puis de toute façon, je le vois à l'état de mon bureau. Parce que quand j'écris un roman, mon bureau, il est archi encombré, j'ai ça de doc, il y en a partout, j'ai des post-it, j'ai des tas de, comment ça s'appelle, les trucs pour surligner, là, des stabilos, j'ai des tas de stabilos parce que voilà, j'imprime, et puis alors c'est joyeux, c'est en foutoir, c'est un roman qui est en train de se préparer, parce que comme je compose beaucoup, j'ai besoin de visualiser, de voir ce qui va où, voilà, puis quand j'écris une nouvelle, nickel, rien. Pas un grain de poussière, alors là, rien. Parfait. Mais c'est très significatif. Je pense que c'est un peu comme ça dans ma tête, en fait. Effectivement, la nouvelle, je pars d'un petit détail, d'une petite idée, ou un personnage, ou un petit quelque chose, puis je tire le fil. C'est tout. D'accord. Et alors moi, ma théorie, quand même, je vous la repose, mesdames. Moi, ma théorie, c'est que finalement... alors, on peut se demander, c'est un peu la question de fond de ce cycle de nouvelles, on se demande toujours pourquoi les nouvelles ont si peu de succès, etc. Alors on se dit c'est la faute des éditeurs, c'est la faute des revues, c'est la faute des critiques, c'est la faute des auteurs, des lecteurs. Qui fait barrage à l'expansion de la nouvelle qui devrait être si extraordinaire? Et dans le numéro d'ailleurs de l'atelier du roman, chacun y est allé de sa petite explication et a proposé d'ailleurs explications qui en fait en général se recoupent. Je crois qu'on peut dire que tout le monde constate que finalement il y a une forme de, je vais un peu exagérer, mais il y a une forme de paresse dans la lecture du roman qui est liée au fait que chaque fois qu'on réouvre le roman qu'on avait commencé à lire la veille, l'avant-veille, etc., certes, je ne sais plus qui dit, c'est comme entrer dans un bain chaud. On entre dans le bain chaud, on se relaxe, on retrouve les mêmes personnages, on poursuit le fil de l'intrigue. On n'a pas d'effort nouveau à faire. Au contraire, on retrouve quelque chose qui nous emporte. Tandis qu'avec la nouvelle, évidemment, on lit,
disons 10 pages, on ferme et il faut tout recommencer. Il faut recommencer à entrer dans un univers absolument nouveau qui demande un petit effort, l'effort de refaire connaissance avec l'univers qui est évoqué dans cette nouvelle. Je pense, ça c'est une vraie raison, je crois, des rapports plus compliqués avec la nouvelle. Une autre chose qui est importante dans la nouvelle, et j'y pense par rapport à ce que tu viens de dire, et là c'est, moi je crois que la nouvelle c'est vraiment, pour le dire de façon un peu schématique, c'est l'irruption de la poésie dans la prose, dans la fiction. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle, on peut travailler la langue, la composition, d'une façon extraordinairement raffinée, parce qu'on sait qu'on peut demander au lecteur l'effort de concentration qui correspond à cette forme très raffinée. Alors que, évidemment, ce travail formel, si on le fait sur 250 pages, enfin moi je lis pas des romans qui ont une forme poétique, pour le dire avec cet adjectif-là, mais moi je peux pas lire 250 pages de fiction où la forme poétique est tenue d'un bout à l'autre. Alors que pour une nouvelle, au contraire, si, et ça m'intéresse. Alors oui, j'allais te dire, est-ce que c'est pas ça qui fait que ton bureau est propre ? C'est que ton travail est tout autre. Mon travail est tout autre, mais précisément puisque tu parles de composition, enfin, en ce qui me concerne, je commence la nouvelle, je ne sais pas du tout où je vais en général. C'est ça la grande différence pour moi en termes d'écriture avec le roman. Parce que le roman, en gros, quand même, j'ai une petite idée, puis le gros, ça s'affine de plus en plus au fur et à mesure du travail. Mais enfin, voilà, j'ai tout de même, je tiens en gros les rênes toutes dans ma main. Ça n'empêche pas évidemment, bien sûr, de bifurquer à un moment ou à un autre. Alors que la nouvelle, non. La nouvelle, la composition, je ne la prévois pas. Ça, j'aurais pensé exactement le contraire. Marie-Hélène, je sens que tu frémis. Ah oui, c'est contre-intuitif. Pour le coup... en vous écoutant, moi, je reste en proie à cette question de la distance à tenir, parce qu'en ce qui concerne la stratégie d'écriture, moi, je n'ai pas du tout, quand j'écris ce qui devient un roman, je ne sais pas davantage où je vais que quand j'écris ce qui devient une nouvelle. La distance du texte, sa tension, le volume qu'il prendra finalement, la forme qu'il prendra finalement, à de rares exceptions près, en tout cas quand j'entre en matière, quand j'ouvre le chantier, je ne la sais pas et même au fond ne veux pas la savoir. Il y a une sorte d'opacité radicale et qui ne s'est pas éclaircie avec les décennies d'écriture. Donc, quand vous dites là, donc je tiens les rênes de la composition dans le roman, par exemple, moi je tiens pas les rênes. Je suis, au sens du verbe suivre, des pistes, voilà. C'est extrêmement organique, ça se passe au flair. Il y a le maquis de la langue et j'avance, je taille à la machette, quoi. Et pour moi, l'aspect poétique au sens où la langue est en train de se faire, quoi, c'est l'étymologie de poétique. La langue est en train d'émerger, d'advenir, de s'extirper, de s'ériger. Cette dimension-là n'est pas moindre dans le roman que dans la nouvelle. Et j'ai bien conscience que c'est pour ça que j'écris des romans très courts. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, mais au fond, vous avez employé le mot important, on écrit des textes. Je sais bien que ça arrase tout quand on dit ça, mais on écrit des textes. Moi, je voudrais qu'on publie des textes. On n'écrirait pas roman, nouvelle, récit, texte, ce qui est tissé. Voilà. Et si ce n'est qu'il y a des questions de tension narrative intrinsèque qui font que moi je sens à un moment qu'il ne faut pas pousser plus loin parce que sinon ça va commencer à flatuler, hein, et on va être dans vous voyez, dans une forme de remplissage, voilà, hein, et c'est terrible, hein, parce que c'est impossible à partager ça.
Vous voyez, c'est... Donc la question de la chute, la question de tout ça, mais ça me dépasse complètement. Complètement. Donc je sais, je torpille tout, mais... Le problème de texte, mais c'est une vraie question, bien sûr. Est-ce qu'on écrit des nouvelles, des romans, des essais, ou est-ce qu'on écrit des textes ? Le problème de texte, c'est qu'on a connu des années terroristes autour du texte, la textualité, etc., qui fait que maintenant on se méfie un petit peu de cette forme, de cette expression, pardon. Ben moi, fort heureusement, je n'ai pas connu ça. Ça ne m'a pas effleuré du tout. Donc, je te crois sur parole, Linda. Mais alors... Crois-moi, il y a eu des années terribles. Bon. Alors, on va revenir peut-être tout à l'heure à ce que vous faites toutes les deux et à la manière que vous avez d'écrire. Je vous demanderai de lire La Kiss. Oui. Allez. La Kiss, donc, alors... Il y a... Non, ça marche, je pense. Il y a très peu de maisons d'édition qui seraient vouées simplement aux nouvelles, on va en parler tout à l'heure, mais il y a également très peu de revues qui sont vouées aux nouvelles, et souvent, lorsqu'elles existent, elles disparaissent au bout d'un certain temps, etc. Et ce qui est très intéressant, dans un des articles de quelqu'un que nous avons invité la dernière fois, Joël Glasiou, qui dirige la revue exclusivement consacré à la nouvelle, qui s'appelle Arfan et qui était là parmi nous. Dans l'article de l'atelier du roman, Joël Glasiou fait remarquer, il a fait le calcul, il y a eu 2 numéros de nouvelles généralistes consacrés au roman, à la nouvelle. Il y a eu en 1994 la Revue des Deux Mondes qui a consacré un numéro à la nouvelle, et en 2024 il y a eu un numéro de la Revue Décapage consacré à la nouvelle. C'est-à-dire 2 numéros de revue en 30 ans. Donc, grâce à l'atelier, on arrive à 3. Donc, vous voyez, il y a quand même un déficit de pensée de la nouvelle qui est quand même extraordinaire. Alors, raconte-nous comment tu passes à ça. Écoute, Belinda, le hasard a voulu de mentionner Joël Glasiou parce qu'il a terminé la discussion, la première discussion. Et sa dernière remarque, c'était quand même un jour, lui, il est nouvelliste. Il a écrit quelques recueils de nouvelles, à part qu'il dirige la revue. Donc, il a terminé son intervention avec cette remarque, quand même un jour, il faut prendre ça au sérieux et dire qu'est-ce qu'une nouvelle. Il y a quelque chose dont on ne connaît pas. Ce n'est pas la définition, mais savoir que c'est un objet qui doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire, comme toute chose d'ailleurs, on cherche à comprendre quelque chose par ce pouvoir de pouvoir le nommer. Donc on est resté là. Donc aujourd'hui, c'est le relais. Je continue, je reprends. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Il m'a écrit une lettre pour dire dommage, mais j'aimerais quand même continuer après la question de Joël. Il dit d'abord un mot sur la fondation de l'atelier en 1993. C'était comme une réponse à moi-même à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire bien avant la création de l'atelier, ce qui m'intéressait et qui m'intéresse, et sur lequel je travaille, c'est l'art du roman, l'histoire, et son esthétique, etc. Donc ça, c'était mon problème d'écrivain. Je suis essayiste, j'écris des livres, et l'atelier est venu comme une sorte de création de mon atelier. Ça, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais je dis c'est mieux d'être entouré quand même des personnes qui font des romans, puisque tu veux réfléchir sur le roman. C'est bien de les fréquenter quand même, de ne pas rester chez toi et d'écrire comment l'écrire. Donc là, maintenant, je le connais. De mieux en mieux. Et ce sont tous différents. Et c'est dans cette différence que je suis obligé de réfléchir et dire que c'est un objet quand même. Malgré cette diversité immense. Et ce n'est pas seulement en France, c'est le monde entier qui participe à cette diversité. Donc, ce qui complique la chose. Mais la nouvelle aussi complique la chose. Et après la remarque de Joël, je dis, ça me rappelle mon itinéraire. J'ai commencé à réfléchir sur le roman
Donc aujourd'hui, peut-être, il faut réfléchir sur la nouvelle. Je n'ai pas 2 âges, hein, ça suffit. Le roman, ça me suffit. Mais la question existe. Je me suis souvenu comment j'ai commencé la quête, disons, pré-romanesque, c'était par la lecture de Boccace. C'était fin des années 80. À la première lecture, je suis resté avec une première question. Je dis, mais pourquoi Boccace se mêle? Parce qu'à la 4e jour, il prend la parole lui-même. Il prend la parole, il fait une préface à la 4e jour. Il y a un prologue au début, mais il fait une préface. Il s'adresse à ses censeurs. Il dit, moi, vous savez, vous m'attaquez toujours, vous dites que je fais des choses immorales, mais qu'est-ce que vous voulez? J'écris parce que j'aimerais plaire, et surtout aux dames. Donc voilà, c'est mon vice, c'est comme ça. Et il raconte une nouvelle lui-même. Il dit, c'est que j'aime quand même, voilà ma nouvelle que j'aimerais. Il raconte la nouvelle. Après, ça continue, 4e journée, et défile les 10 histoires, à chaque journée. Mais une fois terminé, je dis, OK, les 10 personnages, les 10 personnes qui sont là racontent des histoires, mais est-ce que c'est le hasard qui a fait? C'est-à-dire, Boccace avait une centaine de nouvelles, il a attribué une nouvelle. Et j'ai recommencé à lire dès le début, mais personne par personne. J'ai pris Pampinet. Pampinet, premier jour, 3e place, 2e jour, 5e place. J'ai lu Pampinet. Après, j'ai dit Dionéo. Je prends Dionéo. OK. On lit seulement Dionéo. Et après, voilà, vous pouvez faire les tests, hein, c'est facile. Chacun raconte à sa manière. C'est-à-dire, l'auteur avait en tête que cette nouvelle ne pouvait pas être racontée par Dionéo. Dionéo fait des nouvelles grivoises, et tandis que Pampinet fait des nouvelles intellectuelles, avec morale à la fin. Donc c'était chaque personnage, dans la tête de Boccace, avait sa manière d'aimer. Donc, d'aimer et de raconter. Et je laissais toute cette affaire, et c'est grâce à Joël que j'ai repris la question de Cameron. J'ai dit, mais si quelqu'un aime raconter une histoire, peut-être lui-même aimerait écrire cette histoire. Voilà, c'est la question que je pose à partir de nos réflexions. Maintenant, je dis, mais il aime raconter une histoire devant d'autres personnes, c'est-à-dire il ne sort pas à la fenêtre pour raconter une histoire, il ne se met pas, il dit, bon là, je veux écrire une histoire, je me mets à table pour écrire une histoire. Le patrimoine de la nouvelle, c'est raconter une histoire pour le plaisir des autres qui nous entourent, qui sont là. C'est-à-dire, c'est très proche, c'est très, très physique. Et c'était, Chaucer a la même chose, c'est Chaucer. Les contes de Canterbury, c'est la même chose. À la fin de la journée, les pèlerins racontent une histoire. Et le Cameron, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut raconter devant une assemblée, devant des personnes vivantes, physiquement. La nouvelle, par sa durée, appelle à l'amitié, à la soirée d'être ensemble, à ce petit cercle d'amis. Donc je dis, voilà, il y a quand même quelque chose maintenant à voir de près et d'expliquer un peu cet abandon de la nouvelle dans notre société super moderne, c'est-à-dire, la nouvelle a besoin d'un petit cercle, d'une amicale, d'où les petites maisons d'édition, d'où cette grogne, mais pourquoi on ne tient pas compte de notre présence? Mais si, on ne tient pas compte de notre présence, parce que c'est la littérature, disons, de l'école primaire, ce que nous faisons avec la nouvelle, avec cet effort de communiquer avec nous, c'est parce que nous voulons nous voir, entre nous, le petit monde littéraire qui est l'humus des grands mondes littéraires. C'est l'humus, c'est ça qui fait, c'est la vivacité est là, dans les petites maisons d'édition, dans les revues, dans les petites revues. Là, les nouvelles, là où sont publiées les nouvelles, appellent à un petit public. Et ça doit nous réjouir, parce que c'est ça la vie littéraire. C'est ça la vie littéraire. Moi, je ne désespère pas. Par les contributions de ces numéros, j'ai vu que c'est
il y a encore des choses à dire, c'est-à-dire c'est à peine ouvert le chapitre, c'est à peine ouvert. Côté ontologique, mais côté pratique aussi, c'est-à-dire on a du travail à faire, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément et ça renouvelle ces contacts physiques, je le répète, sans ces contacts physiques, il n'y a pas de littérature. La littérature, c'est justement cet effort de dire nous existons, mais nous existons parce que nous voyons, parce que nous parlons de face à face, des êtres humains qui parlent de face à face. N'abandonnons pas cette disons, occasion de renouveler toujours cette discussion. Merci Lakis. On a envie de dire que quand même, et malgré tout, la dimension charnelle de l'écriture tient lieu de présence. C'est-à-dire que la voix de l'auteur qui écrit la nouvelle, sa façon très particulière de faire vibrer la langue, de s'en servir, c'est ça qui est partagé avec des lecteurs, même lorsqu'ils ne sont pas là. Merci pour l'intervention. J'aimerais dire que par rapport à ce que tu écris, disons la proximité nouvelle poésie, moi je dirais, mais ça ne diminue pas de ton idée, c'est la proximité nouvelle tradition orale. Les contes, Benjamin, etc., les conteurs, c'est-à-dire, et c'est fond depuis Boccace, c'est-à-dire avec la nouvelle, nous avons l'impression d'être en contact avec l'Orient, avec le monde entier. C'est-à-dire le monde est raconté d'une personne à une autre personne. Et j'imagine, moi je ne suis pas nouvelliste, je ne suis pas romancier, donc je suis innocent, complètement innocent. Et je peux imaginer que celui qui écrit une nouvelle a besoin de trouver quelqu'un pour lui lire. C'est parce que le temps est minime, une demi-heure, on peut le faire. Mais cet exercice, ça fait partie de la nouvelle. D'accord, Lakis. Donc, je demanderai peut-être aux auteurs de nouvelles ce qu'elles pensent de cette proposition, de la nécessité d'avoir en face de soi quelqu'un de physique pour lui dire la nouvelle. Alors, Awa, vous avez créé version courte il y a 2 ans, peut-être ? Un an même. 14 mois, très exactement. Voilà, 14 mois. Et donc, racontez-nous cette idée absolument extravagante et risquée de créer une nouvelle maison d'édition et qu'elle soit dédiée aux formes courtes. Qu'est-ce que vous appelez d'abord version courte ? Enfin, pas d'abord, après. D'accord. Bon, déjà à nouveau notre gratitude, Julie Lanzoli et moi-même pour cette invitation. Alors version courte, c'est avant tout une histoire d'amitié puisque Julie et moi, avant d'être des éditrices de version courte, nous sommes amies dans la vie, toujours proactives pour plein de projets, partantes, maman, femmes travaillant, écrivant, réfléchissant, enfin plein de choses. Et le temps passant, on avait envie d'une grande idée. Et la grande idée que l'on partage finalement le samedi soir quand on est un peu aviné, c'est de se dire un jour quand même, la littérature nous intéresse énormément, Julie vient du monde audiovisuel, les films, la musique, etc. Moi, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, je voulais créer une maison d'édition, mais c'est vrai que créer une maison d'édition, c'est créer finalement une entreprise. Et sincèrement, je n'avais pas les épaules pour. Et puis le temps a passé et la rencontre donc avec Julie, les échanges nombreux ont permis finalement l'émergence de cette idée. Avant d'être éditrice, nous sommes quand même des lectrices et notamment des lectrices de nouvelles. Alors évidemment, on ne va pas chercher dans les rayons les nouvelles. Moi, j'affectionne particulièrement les autrices et c'est vrai que j'ai tendance à lire tout ce qu'elles peuvent écrire, proposer. Et j'ai passé une période assez sombre de ma vie et je découvrais donc l'autrice chilienne Mariana Enriquez qui écrivait des nouvelles absolument fantastiques. Il y avait vraiment quelque chose du réalisme magique de Borges qui était là, qui parlait de mort, qui m'entraînait très profondément finalement dans la vie, dans une culture, quelque chose de très profond. Je donne ce recueil, comme on peut échanger avec Julie, je dis écoute, lis ça, c'est absolument magnifique. Et puis quand j'aime profondément un livre, un texte donc, j'ai tendance à
le prendre et à retourner vraiment toutes les coutures pour savoir comment l'auteur fait pour écrire. Et là n'apparaît pas le mot nouvelle. Et je dis à Julie, sans militance aucune, peut-être avec une grogne, mais c'est ça en fait. Il faut qu'on essaie de porter nous aussi cette voix, enfin ce genre plutôt, ce genre de la nouvelle qui peut être si profond. Je pense que c'est la grande différence avec le roman, parce que vraiment les nouvelles, quelles qu'elles soient, à chute, d'atmosphère, etc., ont vraiment quelque chose à dire sur le monde, en tout cas contemporain ou autre, que nous traversons. Et voilà comment, depuis un peu plus de 14 mois maintenant, nous bataillons donc avec cette envie d'éditer des nouvelles. Et comment vous avez choisi le premier recueil, donc celui qui a été publié, qui a ouvert le feu, d'Anne-Sophie Barraud? Alors Anne-Sophie Barraud, finalement on est une maison d'édition assez classique, au fin fond de la France, donc les auteurs et autrices nous envoient leurs manuscrits, et donc dès le début nous avons quelques manuscrits, et à la lecture de celui d'Anne-Sophie Barraud, ce qui nous a particulièrement percuté, c'était que justement, ce n'était pas des nouvelles à chute. Moi, je suis une enfant donc de l'école publique. La nouvelle, c'est La Parure de Maupassant, que j'ai profondément adorée parce que j'avais l'impression qu'elle me permettait d'entrer enfin dans la littérature à côté de Oui Oui. Donc, c'était absolument génial. Et finalement, aucune chute donc dans ce que pouvait proposer Anne-Sophie Barraud, mais vraiment une atmosphère. Et donc Julie, qui est vraiment très portée sur le cinéma, je lui dis mais il y a quelque chose au niveau du regard, au niveau du cinéma, et puis également des révérences, sans pour autant que ce soit savant, mais elle arrivait comme ça avec son écriture à nous proposer un moment, et notamment un moment d'une vie de femme, sans mélancolie, sans rien, de façon tout à fait douce et pertinente. Et on s'est dit, c'est lui, c'est nous, on peut à la fois parler d'enfance et de vieillir, de vieillesse, des États-Unis, de l'Afrique, de la France. Vraiment une grande grâce. Je crois que c'est ça finalement. C'est la grande grâce de l'écriture d'Anne-Sophie Barraud qui nous a profondément émus et impliqués dans ce projet. Merci. Alors, ce livre de nouvelles d'Anne-Sophie Barraud, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout à l'heure, tu as dit que, et ça je l'ai écrit aussi dans la revue, je l'éprouve comme lectrice de nouvelles, c'est-à-dire ce sentiment d'abandon à la fin de chaque nouvelle et de devoir tout recommencer au début de la suivante. Et alors, dans ce livre-là, on attend de retrouver la narratrice sous ses différents avatars, de texte en texte. Il y a quelque chose un fil rouge organique très très fort dans moi j'appellerais ça une nébuleuse narrative. Et on sait que d'un texte à l'autre il va y avoir des effets d'écho, etc. Et en ce qui me concerne, comme lectrice de nouvelles, là pour le coup, moi j'attends ça d'un livre de nouvelles, qu'il y ait une organicité qui emporte tous les textes et non pas des textes épars. Pour moi, j'attends ça comme lectrice. Et quand je suis au travail de la nouvelle, j'essaie d'aller vers ça. Mais peut-être que c'est... En tout cas, je voulais le dire au sujet de la lecture de ce livre, ça m'a beaucoup frappée. Parce qu'en effet, une des questions de la nouvelle, c'est quand même comment, si on publie un recueil de nouvelles, comment on l'organise ? Qu'est-ce qui... Et évidemment, quand tu écris comme toi des nouvelles sans savoir si ça va être des nouvelles, etc., l'organicité de cet ensemble, c'est pas donné. Je veux dire, sauf si tu décides d'écrire un recueil de nouvelles, alors tu te dis, voilà, je vais suivre un fil. Enfin, c'est une grande question, la cohérence de l'ensemble. C'est une des grandes questions du recueil. Moi, la seule fois où j'ai décidé ça, d'écrire un livre de nouvelles, c'est devenu un roman, Donc, vous voyez, je suis partie complètement ailleurs. C'est une seule fois dans ma vie, ça m'est arrivé, j'ai pas recommencé, parce que ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. Oui, c'est bien là qu'on retrouve la notion de texte et d'écriture, et qui traverse les genres, parce qu'effectivement, les recueils de nouvelles dans lesquels un personnage est récurrent, dans lesquels chapitre en chapitre, en fait, ça permet de varier les points de vue sur une même situation. Est-ce que c'est un recueil de nouvelles avec un peu sur un mode feuilletonnant comme les séries là, ou bien est-ce que c'est un roman choral ? Enfin voilà, au bout d'un moment, la frontière est quand même éminemment poreuse, donc on va cesser de se la poser.
Alors, est-ce que vous voulez entendre un peu nos auteurs? Un peu quand même. Alors, par exemple, Marie-Hélène. Est-ce que tu veux lire donc mot? Alors, attends. Voilà, c'est ça, à partir de là. Alors voilà, une nouvelle de ce recueil que j'aime énormément. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder cette question, mais ce recueil est très frappant parce que les nouvelles sont égrenées au fil du temps. Et je trouve qu'il y a un moment où il y a une rupture dans l'écriture qui est manifeste entre les nouvelles, à mon avis, des premiers temps. Et ensuite, quelque chose se passe qui fait que, précisément, on arrive à une écriture beaucoup plus travaillée que l'écriture un peu plus classique qui était celle du démarrage. Ici, dans cette nouvelle qui s'appelle Bon pour l'émotion, Bon en émotion, donc il s'agit d'un garçon qui s'appelle Mo, dont on devine qu'il doit s'appeler Mohamed, sans doute, et qui habite, je ne sais plus quelle ville d'ailleurs, enfin une ville, et qui se souvient d'une classe verte de son enfance qu'il a emmenée en Aubrac. Alors là, c'est vraiment subtil parce qu'on a à la fois la nouvelle très contemporaine qui se passe dans une ville, enfin qui naît dans une ville, mais qui en fait retrouve les territoires et les paysages que Marie-Hélène affectionne. Donc cette fois, c'est l'Aubrac. Et ce garçon donc est resté avec son rêve de l'Aubrac. Ça a été une expérience extraordinaire. Mais là, c'est un garçon qui n'a pas beaucoup de mots pour dire les choses. Donc il y va avec... Je ne sais plus si on en est là, il va y aller avec sa fiancée, son amoureuse. Avec son amoureuse Maria, oui. Et Mo, c'est bien Mohamed. Et il est né, il a grandi dans la banlieue d'Avignon. Ah, d'Avignon, c'est ça. Et il avait donc, pendant sa classe verte, fait un cahier. Il a tout retrouvé, et les dates et aussi les cartes. Il avait laissé le cahier dans son casier au vestiaire du centre, et il le regardait tous les jours à la pause de midi. Un dimanche soir, il a parlé à Maria au bord du Rhône, là où ils allaient toujours. Il a parlé des bois, des maisons, comment elles étaient grandes, et du vide que c'était là-haut, comme la mer, il a dit, pour lui donner envie. Et puis, il a oublié qu'elle était là. Il galopait, il savait tout. C'était à cause du cahier, c'était en dedans. Il avait les mots. Maria était légère, il ne la sentait plus à côté de lui. Il voulait aller là-bas, avec elle. Ça recommencerait, comme au début, quand elle était tout pour lui et lui pour elle. Elle le disait, elle voulait tout le temps, elle riait, elle était douce. Tout l'automne et tout l'hiver, ils avaient vécu comme ça, les deux, ensemble. On ira, elle a dit. Le lendemain, au magasin, elle a cherché sur le Minitel le numéro de l'hôtel à Aubrac. On voit par là que je date. Ils ont appelé. Maria a parlé. L'homme a expliqué comment venir depuis Avignon en voiture ou sortir de l'autoroute et comment faire après. Maria a tout noté sur une feuille de papier quadrillé. Ils iraient à l'hôtel 5 jours. Ils pouvaient. C'était comme ça. Ils sont arrivés le soir. Maria avait conduit doucement parce qu'elle ne connaissait pas la route. Ils s'étaient arrêtés et elle avait regardé et elle avait dit « c'est le désert ». Il lui avait montré les hêtres. Les noms des arbres étaient dans le cahier. Il avait retenu les hêtres et les sorbiers. Le maître leur avait appris. Il collait dans le cahier, dans des pochettes de papier presque transparent qui faisaient du bruit quand on tournait les pages, les feuilles, les herbes, les écorces, les fleurs aussi, quand on pouvait les prendre. Certaines, on les laissait. Le maître expliquait, elles étaient rares. Ce maître n'était resté qu'une année dans l'école. Il venait de là, de ce pays où il les avait emmenés, l'Aubrac. Il s'appelait François. Les élèves lui disaient son prénom et tu. Il avait voulu, comme ça, et on l'écoutait. Il était comme un ogre, grand, le corps large et rapide, et toujours là et ailleurs. Sa chemise sortait de son pantalon et elle n'était jamais fermée jusqu'en haut. On voyait son cou. Il faisait du vent avec ses bras. Il respirait beaucoup. Il était tout doré, mais pas comme lui, Mo, ou comme les gens de la cité et du quartier. Il n'avait pas le même soleil dans sa peau. Ça venait d'ailleurs, et au début,
Mo avait eu peur à cause des bras, des gestes et de l'accent. Le maître parlait vite et Mo était lent. Il ne comprenait pas tout. La colère des autres lui tombait dessus. Il avait l'habitude. C'étaient les narines aussi qui faisaient peur. Elles étaient creusées comme retroussées et larges, et le sourire là-dessous, les dents très blanches, le sourire éclaté et le rire, et le corps du maître remplissait toute la classe. Une fois, dans sa vie, avant Maria, Mo avait eu confiance. Dans son cahier de classe verte, il avait collé, découpé, souligné, encadré, recopié, dessiné. Le maître disait tout. Il savait son pays par cœur. Il était sur la terre et dans le ciel comme un arbre, Mo avait pensé. Et il l'avait écrit sur le cahier quand il fallait dire les impressions. Et le maître avait ri. Il lui avait touché la tête de sa pleine main ouverte et douce et chaude. Sa tête sous la main du maître. Jamais on ne l'avait touché comme ça. Jamais un homme, ni sa mère. Et il avait eu la meilleure note de la classe avec son cahier, la seule fois dans sa vie. Les fautes d'orthographe ne comptaient pas. Ce qui comptait, c'était l'émotion. Le maître l'avait dit. Il l'avait félicité devant la classe. Il s'était regardé. Jamais il ne regardait les gens, Mo. Les yeux du maître étaient presque verts, avec des pointes d'or dans la lumière. Mo était fort en émotion, pas en orthographe, ni en rien de l'école, en émotion. Bravo Marie-Hélène, vraiment j'adore cette nouvelle, elle rassemble tellement de choses. Et est-ce que tu as le sentiment, comme moi je l'ai en lisant d'un seul tenant, j'ai relu toutes les histoires d'un seul tenant, et cette impression qu'il y a un moment où la langue change chez toi? Je peux presque te montrer à quelle nouvelle, mais alors je ne l'ai pas noté. Alors, je vais revenir là-dessus. Simplement, donc, bon en émotion. Cette nouvelle, je l'ai écrite en 2000, elle a été publiée en 2001, et elle est devenue le roman qui s'intitule Mo en 2005. Donc, la circulation dont on parlait, voilà, s'est opérée avec ce texte-là. Je crois qu'il y a eu un moment, et ça continue, où je lâche, j'essaie de lâcher en tout cas, enfin de faire respirer la phrase plus largement. Voilà. Et à mon avis, ce sont des questions de rythme qui font qu'il y a ce sentiment-là. La ponctuation change voilà. Aussi d'ailleurs. Et ça passe bien sûr par la ponctuation. Ça passe par là. Donc, moi, c'est ce que je vois, mais je vois pas tout. Hein. Loin de là. Je veux dire que j'ai la tête dans le guidon depuis 30 ans, donc. Mais je crois que c'est ça qui fait que il y a quelque chose qui se cherche. On n'écrit pas la même phrase pendant 30 ans. Donc, tant que ça se cherche, c'est bon signe. Après, il faut s'arrêter. Bon, ben oui. Pas trop. Ah, je sais pas. Trop s'arrêter. Alors, Ella, merci. Ella Ballard, donc poisson rouge et autres bêtes aussi féroces. Dans toutes les nouvelles, il est question de bêtes, de façon plus ou moins rapprochée, plus ou moins directe, disons. Les bêtes peuvent être vraiment plus des bêtes psychologiques, je dirais. Et ce qui caractérise ce recueil, je voyais une phrase un peu plus loin qui me paraissait absolument formidablement le résumer. Était-ce un fantôme, un animal, un homme, une hybridité peut-être, cette créature? Y a-t-il un mot pour ce qui est réel sans l'être dans la réalité? Et au fond, je dirais que toutes ces nouvelles tournent et jouent avec ça. Alors ici, nous avons le cas d'une nouvelle qui s'appelle Le Bourdon, dont, si je me souviens bien, il n'est pas vraiment question de bourdon concret ou alors très lointainement, et où une petite fille rencontre un homme, et il est question de peur et d'essayer de retrouver la peur, parce que, dit à un moment donné le personnage, la peur sculpte l'homme, alors que le je sais pas quoi le pétrifie. En tout cas, la peur sculpte l'homme. Donc, est-ce que tu peux lire à partir de là, peut-être ?
Le bourdon, parce que cet individu tourne autour et éventuellement peut piquer. Enfin, il est aussi un peu menaçant. Il s'était placé, m'a-t-il dit, dans toutes les situations où il est possible d'éprouver de la frayeur. Celle du vide, en haut de la tour Eiffel, celle du plein, cousu dans un duvet de plumes d'oie, celle de l'air et du feu, un soir de Saint-Jean, dans une clairière normande, alors que les flammes dépassaient la cime des arbres. Celui qui saute se marie dans l'année. Il aurait tellement voulu épouser la peur. Sentir la moiteur napper ses mains, entendre la crispation de ses entrailles, comme il avait lu dans les livres que cela se manifeste. La peur et le désir. Ce doit être pareil à peu près, se persuadait-il. Mais non, même le feu l'avait laissé de glace. Il me racontait tout cela sans passion, le regard fixe, oubliant ma jeunesse. Je le laissais parler sans oser lui dire que je ne comprenais pas. La tour Eiffel, j'y étais jamais montée. La Saint-Jean, je ne connaissais pas, et les émois naissants de mes entrailles, j'ignorais encore qu'ils se nommaient désir. Les jours suivants, il passa en revue pour moi les différentes peurs auxquelles il échappait et que, dans sa manie taxinomique, il avait recensées. Il me les récitait comme on feuillette un catalogue de monstruosités dans un musée d'histoire naturelle. Je m'en souviens, en partie. Je dressais la liste de ces mots profonds comme des puits où j'avais peur de tomber. Il avait, me dit-il, très tôt éliminé la peur des animaux, réaction infantile qui lui semblait incompréhensible tant il était convaincu de la supériorité de l'homme. Toutes les formes de zoophobie, de la musophobie à l'élourophobie, lui restaient absolument étrangères, incapable qu'il était d'empathie envers un chat ou une souris. Un jour qu'il se trouvait face à un tigre, il avait éprouvé une vague curiosité pour la façon dont il allait bien pouvoir se débarrasser de l'animal, mais cela ne ressemblait pas à ce qu'on lui avait dit de la peur. Il avait posé sa main sur son sein gauche, quelque chose battait qui pouvait raisonnablement passer pour un cœur, mais sur un rythme régulier. Le tigre disparut dans la mangrove sans demander son reste. Une autre fois, Fortunato, qui voyageait beaucoup, se retrouva seul dans l'immensité d'un désert. Le silence éternel de ces espaces infinis ne l'effraya pas, ni de jour, ni de nuit. Pas plus nyctophobe que photophobe ou mystophobe, il ne craignait aucune dimension des ténèbres, aucune espèce de lumière, ni le silence des choses sacrées. Ni le nouveau, ni l'ancien ne l'inquiétaient. Mais l'homme, me direz-vous, l'homme, le plus terrible des phénomènes existants, offrait tout de même de quoi le faire trembler. Eh bien non, même l'homme ne lui faisait pas peur. C'était en outre un esprit positif, épargné par les superstitions. La peur d'être très à table comme l'angoisse d'être né sous une mauvaise étoile lui était inconnue. Les maladies, réelles ou simplement possibles, lui semblaient des accidents normaux de l'existence. Rien de plus étranger à sa nature que l'hypocondrie et la nosophobie d'un malade imaginaire. Lorsque je lui racontais que ma mère me faisait avaler tous les soirs une pâtée de son aux pruneaux par crainte d'une éventuelle opilation intestinale, il se prit à rire et la traita d'apopatodiaphulotaphobe. Le mot me plut. Je le recopiai soigneusement et le répétai plusieurs fois, l'apprenant par étapes, afin de pouvoir l'opposer à l'obsession maternelle de la constipation. Sur son visage à lui, cependant, la nostalgie se peignit. La peur pour autrui pouvait passer pour une manifestation d'amour, soupira-t-il en me prenant la main. Lui, qui n'avait jamais peur, n'avait jamais connu non plus d'amour. J'insistais tout en dégageant ma main, mais jamais pour personne, même ses parents. Pour toute réponse, il me dit, en pliant 2 doigts collés à chaque main pour me faire comprendre qu'il s'agissait de citations, que j'usais là d'une parole dont le sens lui restait jusqu'à ce jour inconnu. Car il n'avait pour ses contemporains qu'un intérêt théorique, dépourvu d'ardeur et d'émotion. Et que, nouveau geste de ses doigts, dans l'étrange anomalie de son existence, les sentiments ne lui sont jamais venus du cœur et ses passions sont toujours venues de l'esprit. C'est de Baudelaire et de Poe, précisa-t-il inutilement, vu que ça ne me disait rien du tout et que je m'en fichais. Ni la foule, ni l'autre, ni le même, ni la femme n'induisaient en lui ce commencement d'effroi, de panique, d'épouvante ou seulement d'anxiété qui surgit si facilement à l'approche de son semblable. Sans trop savoir pourquoi,
je frissonnais. En fait, avant de l'appeler le bourdon, dans mon ordinateur, je l'avais appelé la phobophobie. C'est la peur de la peur. Et donc, il va voir cette petite fille, cette adulte, parce qu'il se dit, elle va m'apprendre forcément ce que c'est que la peur. Ça ne marche pas. Peut-être, Awa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Enfin, moi, j'ai envie de revenir quand même, je m'obstine, mais contre Marie-Hélène qui parle de texte, et vous qui intitulez votre maison version courte. Moi, j'ai l'impression quand même que les textes, même quand ils sont courts, ont des formes. Et c'est intéressant de réfléchir aux formes. Et pourquoi on appelle roman un roman, et pourquoi on appelle nouvelle une nouvelle. Et finalement, une version courte, un texte court, ça n'est pas forcément une nouvelle, mais ça n'est... Qu'est-ce que c'est finalement ? Pourquoi vous avez choisi cette appellation de version courte ? Alors, version courte, c'est Julie Landauzy. On lui doit la maternité de cette expression, mais vraiment, vous avez raison. Nous, l'aspect formel que l'on souhaite défendre, c'est le côté court parce qu'il est profond. Une grande lisons donc Claude Pujadt-Renaud, qui était une grande novelliste et une grande romancière qui est décédée l'année dernière. Elle disait un petit peu comme vous, elle savait à quel moment elle écrivait une nouvelle et à quel moment elle écrivait un roman. Et nous, il nous semble que la forme courte, juste précisément parce qu'elle est courte, requiert vraiment des caractéristiques stylistiques, esthétiques telles qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas moi, de 250 pages, 300 pages, avec une telle exigence, parce qu'il me semble que la forme brève, courte, impose d'exigence. Est-ce que je peux dire toi ? Non, c'est vrai qu'il y a un certain désir de l'homme de trouver un mot pour résoudre tous les problèmes. Voilà, c'est capital. On dit texte, eh bien tous les textes. Échille a écrit des textes, Homère a écrit des textes, Dante a écrit des textes. Donc, mais l'art, c'est aussi la réflexion sur l'art. C'est-à-dire on ne consomme pas l'art comme on consomme les yaourts. On a plaisir de l'art, mais aussi du commentaire sur l'art. Ça fait partie. S'il n'y avait pas de commentaires sur l'art, il n'y avait pas d'art. Il n'y aurait pas d'art. C'est parce que nous le regardons et parce que nous avons des amis avec qui nous parlons de ce qui nous a plu que l'art continue à exister. C'est-à-dire d'écrire son histoire. Et pour écrire son histoire, l'art, chaque art présente son être. Que c'est la musique, ou c'est la danse, ou c'est le roman, ou c'est la poésie. C'est-à-dire continue à réfléchir sur soi-même et se répandre. Si on trouve scientifiquement un terme pour couvrir tout, on perd le sujet. On perd de l'horizon, le sujet disparaît. Ça facilite le travail. Ça facilite, c'est-à-dire on peut dire n'importe quoi après. Et avec les courts textes, qu'est-ce que ça peut rester ? Mais small is beautiful. Mais c'est tout comme jugement esthétique. Tandis que quand on dit nouvelle, mais ça a un fond, c'est-à-dire on doit remonter à Boccace, et Boccace était remonté à tous les conteurs du monde. Donc c'est-à-dire on ouvre le chapitre de l'humanité entière avec un terme qui est le terme propre pour l'art dans lequel on travaille. Marie-Hélène, je dis que je ne suis pas d'accord avec toi. En réalité, j'entends bien ce que tu as voulu dire, c'est-à-dire que tu parles au fond de la liberté du créateur. Lorsque tu commences, tu ne sais pas ce que va être ce texte. Et c'est ça, au fond, que tu ménages en utilisant le mot texte, c'est la possibilité d'inventer, à un moment donné, une forme que tu n'avais pas forcément prévue d'ailleurs et qui n'entre dans aucun cadre et aucune forme prédéterminée. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, il n'y en aura pas une. Mais au moment où tu crées, alors là, ta liberté, c'est de créer un texte. Au moment où je suis au travail, c'est très opaque. Mais évidemment que
ce que vous venez de dire relève d'une forme d'évidence. On a à penser sur... et on pense... Ça pense autour de l'écriture tout le temps. Alors, la nouvelle, elle serait du côté de la densité, de l'intensité, et elle mettrait les questions de rythme et d'architecture de la narration vraiment au vif, au centre du terrain, en essayant de leur faire rendre à ces questions-là tout leur jus. Moi, c'est en ces termes-là que je verrais le rapport entre nouvelle et roman, au fond. C'est une question de densité du rythme narratif. Et c'est en effet, la nouvelle, ça serait vraiment une sorte de retour à l'acte archaïque de raconter. Ouais, de raconter. Comme on imagine peut-être, je ne sais pas moi, que dans les cavernes, les hommes racontaient des histoires pour avoir moins peur. Peut-être. Moi, c'est dans ce sens que je dis que l'écriture, c'est très archaïque, c'est cavernicole, c'est rupestre. Voilà. Ça doit être limité dans le temps. On ne peut pas faire des journées et des journées. Des nuits et des nuits. Des nuits, oui. Mille et une. Mais... 1001 quand même. Oui, mais pas sur le même texte. Mais oui, il y a de la densité, il y a tout ça. Il y a de l'ellipse aussi il y a de l'ellipse dans la nouvelle. Et c'est peut-être... d'ailleurs, ça fait peut-être le lien aussi avec ce que vous dites sur le côté un peu ancestral. Et ça rejoint ce que vous disiez du conte tout à l'heure. Effectivement, ça parle énormément. Parce que peut-être que cette ellipse qui serait propre à l'écriture de la nouvelle, c'est peut-être aussi ce qui l'apparente... ce qui apparente le travail plutôt qui est à l'œuvre dans l'écriture à ce moment-là, au travail de condensation du rêve. Je me dis qu'il y a peut-être un rapport qui se fait à ce niveau-là, j'en sais rien, mais je le perçois peut-être un peu comme ça, et c'est peut-être ce qui autorise aussi ce déploiement vers quelque chose d'onirique, ou en tout cas de très ancien, qui va rechercher quelque chose de très enfoui, un motif, enfin très... très... Alors, moi je pense, quand vous dites ellipse, je pense implicite, et silence. Et au fond, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'y reviens à la nouvelle régulièrement. C'est que passe-t-on sous silence ? Que déploie-t-on ? Alors là, ces questions-là se posent avec une acuité radicale quand on est dans ce cadre-là d'écriture. On va vers le silence. Donc finalement, Lakis, un de tes auteurs, Philippe Raymond-Timonga, disait que peut-être la nouvelle, c'était un roman en situation de handicap. C'était une blague. Qu'est-ce que tu nous dis, Lakis, pour terminer, avant des questions ? Et pour terminer la soirée ou terminer Avant les questions et avant le verre. Avant les questions, oui, peut-être une annonce. C'est une fois commencé un travail, il faut continuer maintenant. C'est-à-dire, on peut pas arrêter à mi-chemin. Faire ces numéros, c'était vraiment un plaisir, un immense plaisir, parce que je ne m'attendais pas à ces foisonnements. C'est vrai, il y a 15 textes et ce sont 15 textes différents. Et différents pas dans cette grogne légitime. Pourquoi on ne regarde pas, nous faisons des nouvelles et sans réciprocité par rapport au marché, aux éditeurs, etc. Il n'y a pas de réception à la hauteur de l'effort offert. Bon, ça c'est dans les données. Mais il n'y a pas de grogne dans ce numéro. C'est plutôt des écrivains qui essayent d'expliquer la nécessité de cette forme. Et ça, c'est très bien, donc il ne faut pas arrêter. Je dis non, on va continuer maintenant. Et donc, donnons rendez-vous dans un an, il y aura un autre numéro de l'atelier du roman consacré aux nouvelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner cet effort une fois commencé, une fois lancé l'idée.
avec le SGDL, etc. Il faut être ensemble, il faut les soutenir, il faut participer. Et je vous invite tous à nous aider. C'est-à-dire, si vous avez des textes, même en dehors des numéros, nous pouvons quand même continuer à réfléchir sur la nouvelle et sur le rôle de la nouvelle dans la vie littéraire. Moi, ce qui m'intéresse comme éditeur, comme directeur de la revue, c'est vraiment la vie littéraire. C'est ça l'essentiel. Et la vie littéraire est faite. Malheureusement, on n'a pas de café littéraire, on n'a plus de café littéraire, mais on a des soirées. On essaye d'animer des petits cercles où la parole littéraire circule. Et si sans cette circulation, moi je crois, c'est l'handicap, le grand handicap est dans notre manière de vivre. Ce n'est pas dans nos capacités. À peu près, les créateurs sont toujours là. Il y a des grands écrivains, il y a des grands nouvellistes, mais ils passent inaperçus. Pourquoi? Parce que la parole ne circule pas. C'est tout. Voilà. Et donc, rendez-vous dans un an. Et à la fin, vous verrez dans 2 ans. Dans 2 ans, je ne désespère pas que ça s'appellera l'atelier de la nouvelle. Est-ce que, si vous avez quelques questions, c'est peut-être le moment maintenant de les poser à nos auteurs. Alors, Evelyne, ouais, merci. Je vais commencer par la première que j'ai vue. Merci beaucoup, je me présente, je m'appelle Odile Lefranc, je suis romancière, mais j'ai d'abord écrit beaucoup de nouvelles. Et je me rends compte qu'en fait, qu'on évoque rarement, c'est les concours de nouvelles. En fait, en France, il y a énormément de concours. Là, j'étais marraine du concours de la Nouvelle George Sand. Il y a eu 555 nouvelles qui sont arrivées. Et donc, en fait, c'est toujours ce paradoxe entre ceux qui écrivent des nouvelles, qui sont très nombreux, les concours, il y en a des... Et finalement, où sont les lecteurs de nouvelles? Enfin, je pose peut-être cette question à l'éditrice, mais aussi aux auteurs, c'est que finalement, je ne sais pas, je ne comprends pas cette multitude d'écritures de nouvelles et rien après, en fait. Merci pour cette question. Nous, effectivement, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé lorsqu'on s'est lancé donc avec Julie dans cette aventure. Donc, on va dire 24 mois. Tout autour de nous, nous avons des lecteurs, des lectrices, et très souvent, on nous disait je ne dénie pas de nouvelles, je ne sais pas ce que c'est, et au pire, je ne connais même pas la nouvelle. Moi, j'ai presque envie de faire finalement un parallèle avec les arts et notamment les arts plastiques. Encore une fois, du fin fond donc de la France, nous voyons bien que les expositions impressionnistes qu'on organise ici à la capitale à Paris, elles sont prises d'assaut. Le public français a une vraie appétence pour l'impressionnisme. J'ai l'impression que pour la littérature, le public français a une véritable appétence pour le roman et la nouvelle et le pas de côté. Du côté des auteurs, on a plus l'impression, en tout cas dans le monde francophone, que c'est vraiment la première étape qui permet d'entrer en fait en littérature. Là où les Américains, les Anglo-Saxons, être primés, donc être novelliste, c'est vraiment être reconnu comme être écrivain. Nous, c'est l'inverse en fait finalement. D'ailleurs, on appelle la nouvelle le petit genre et c'est pas pour rien. Donc vous avez raison, nous on est effarés avec Julie de voir le nombre de concours de nouvelles qui participent d'une certaine façon à la promotion, mais qui finalement restent toujours au bord de la touche. Et c'est bien dommage parce qu'il y a un vrai vivier. On le voit tous les jours, on reçoit des manuscrits avec une inventivité folle. Mais déjà on peut pas nous tout publier, mais ce qui veut dire qu'il y a vraiment, en tout cas, une appétence pour la forme courte. Bonsoir. Le mot d'ellipse qui est venu m'intrigue parce que je suis sûre que pour chacune de vous, c'est une décision. Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est un effet littéraire ou c'est complètement personnel qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas aller à continuer là où on était moment après moment, vous voyez.
Donc, c'est 3 possibilités que j'aimerais que vous m'éclairiez. Est-ce que c'est une décision ? Je ne sais pas trop, en fait, puisque je vous ai dit, en fait, la nouvelle, ça a ceci de particulier pour moi que quand je commence, je ne sais pas où je vais. Donc, mais de fait, c'est ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit autant de ne pas aller dans une direction que de continuer. Enfin voilà, donc il y a peut-être à la base, peut-être pas un choix très. En revanche, à chaque carrefour possible, c'est En fait, j'aime bien la métaphore du fil, quoi, parce que c'est vraiment ça. Quoi. Enfin, en ce qui me concerne, je ne vais pas généraliser, parce qu'au fond, il y a autant de nouvelles que de façons d'écrire. Enfin, c'est extrêmement varié, la nouvelle. Hein, c'est extrêmement varié. Donc, vraiment, je ne peux parler que pour ce qui me concerne. Et j'ai un petit fil, j'ai un petit bout de fil au début, et je tire. Alors, ça peut être une idée, un personnage et tout. Et voilà, ellipse, pour moi, c'est ça. C'est le fait que je ne vais pas tout raconter. C'est le fait que je vais taire des tas de choses parce que je vais juste suivre mon petit bout de fil. C'est très métaphorique. Hein. Mais voilà, c'est... Et moi, je dirais comme Ella que ça se fait en se faisant. Hein. J'ai pas une stratégie de l'ellipse. Vous voyez, je me dis pas non, ça je le raconterai pas, ça je le raconterai pas. C'est en avançant hein, dans le récit, on sent que voilà tel aspect va devoir être ramassé dans un adverbe, hein, et c'est tout. Et qu'il n'y a pas à en dire davantage, sinon ça déséquilibre le texte, et sinon on se retrouve avec 232 pages au lieu de 12. Donc voilà. Donc et bien ça se fait en se faisant. Vous voyez, je me suis jamais dit en écriture de nouvelles, je n'ai pas l'intention de, et je ne me dis pas ça sera silence. Je sais pas ce qui sera sous silence, mais ça s'impose absolument. Voilà. Et il est très rare, vous voyez, en retravaillant la nouvelle, parce que je la retravaille comme le reste, il est très rare que je me dise oh non là il faut en ajouter. Vous voyez, il faut déployer. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est quand même un art de la, oui c'est ça, de la densité, de la rareté, de la nudité, de l'épure aussi. Voilà. Et en ce sens, techniquement, c'est passionnant. Hein. Mais bon, écrire, c'est pas uniquement de la technique. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce débat qui est très stimulant et intéressant. Et je remercie aussi beaucoup Lakis pour ses remarques sur une dimension qu'on laisse souvent de côté. On a d'un côté les écrivains qui travaillent dans leur cabinet, les lecteurs qui regardent, qui lisent dans leur solitude de leur fauteuil. Et là, il a insisté sur ce moment d'humanité qui nous rassemble et ce côté social et chaleureux, humain, finalement. Et il rassemble finalement l'écrivain et le lecteur dans une même volonté de les faire dialoguer. Et c'est assez beau, et c'est certainement ce qui se passait aux origines avec Homère et son Odyssée. Donc ça, d'une part. Mais je voulais simplement rebondir sur la question de la nouvelle en France et son peu peut-être de succès par rapport au roman. C'est effectivement quelque chose d'assez français, parce que effectivement dans le monde anglo-saxon ou même en Amérique du Sud, dans le monde hispanique, la nouvelle a un poids plus important. Et donc c'est pas quelque chose de général, c'est un goût qui est propre à chaque pays, finalement, ou chaque culture. Et il est difficile d'aller contre des siècles qui vont dans un sens. La poésie dans le monde arabe reste quelque chose de très présent, de très vivant. Beaucoup de gens savent des poèmes en entier. Des romans, c'est arrivé très tard. Ça ne veut pas dire que le roman est laissé de côté, mais c'est comme ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui est difficile de changer complètement dans un pays. Je voudrais juste répondre 2 choses, pardon, je te redonne la parole, mais d'abord je vous fais remarquer quand même que nous aussi à la SGDL, c'est ce qu'on essaye de faire, de mettre des auteurs ensemble face à des lecteurs et de parler, c'est quand même ça le sens de ces soirées. Hein. Et la deuxième chose que j'allais vous dire, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y ait qu'une question de goût, parce que regardez la poésie.
La poésie, on a longtemps dit, la poésie n'intéresse pas les Français, personne ne lit de poésie, hein, on fait un recueil de poèmes, il se vend à 150 exemplaires, etc. Regardez ce qui est en train de se passer pour la poésie, c'est énorme. C'est-à-dire la poésie est en train d'apparaître dans le paysage littéraire, grâce à des tas d'initiatives d'ailleurs, hein, comme le Printemps des poètes, etc. Et tout à coup, tout le monde commence à s'intéresser à la poésie. Ça, c'est un travail de terrain presque qui s'est passé avec les poètes, qui sont allés au charbon, qui sont allés parler, qui sont allés présenter leur travail. Donc, il y a aussi la rencontre, on peut aussi la favoriser. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec le cycle En Bref, c'est de favoriser cette rencontre entre un genre un peu mal aimé et ses lecteurs. Non. Oui, je crois qu'effectivement le parallèle avec la poésie est vraiment intéressant parce que elle est visible autrement dans l'espace littéraire aussi parce qu'elle sort de l'espace proprement littéraire. C'est-à-dire qu'elle va se slammer, elle va se chanter, elle va se performer, il y a plein de mots nouveaux qui apparaissent, mais qui du coup l'irriguent et puis la font vivre dans d'autres espaces, sur les parvis, dans des petits festivals, dans des endroits comme ça où on ne la rencontrait pas forcément et qui ne sont plus les niches peut-être éditoriales où elle était longtemps. Et peut-être que la nouvelle a en effet à apprendre de cette évolution de la poésie. Et c'est en cela qu'effectivement c'était très intéressant de parler de Boccace et ce moment de convivialité où chacun va raconter un petit peu son histoire et sa nouvelle. C'était la semaine dernière, enfin, il y avait monté par l'association Tu connais la nouvelle, donc qui vraiment travaille beaucoup sur cette question, et le théâtre Clin d'œil, il y a ce qu'ils appellent la nuit de la nouvelle. Ça consiste en quoi ? Eh bien, on a écrit en amont un certain nombre on a écrit chacun une nouvelle, on est quelques auteurs comme ça, sur un thème. Et pendant la nuit de la nouvelle, des comédiens vont lire le texte, mais vont la mettre en voix, enfin, plus la mettre en voix que la lire, et c'est scénographié. Voilà. Et du coup, on passe comme ça d'un petit espace à un autre, et d'un texte à un autre, et le public suit, et c'est extrêmement convivial. Et je suis sûre que là, tu parlais tout à l'heure d'entrer dans un bain chaud quand on entrait dans un roman, mais là, je suis sûre que dans ce genre les spectateurs, je suis sûre qu'ils rentraient dans un bain chaud et parfumé aux huiles essentielles de lavande. Parce que franchement, ils étaient très très contents. Ah. C'est à Saint-Jean-de-Bray, c'est près d'Orléans. Ça fait 30 ans que l'association travaille. Une autre question. En 2001, la KISS et l'Atelier du roman ont consacré le 25e numéro à un auteur hongrois du début du XXe siècle qui s'appelle Dézső Kosztolányi. Kosztolányi était un maître incontesté de la forme courte. Il écrivait tous les jours des petites chroniques et il ne se qualifiait pas de romancier ou d'écrivain, mais il disait « je suis un chroniqueur ». Or, c'est un concept qui est aussi utilisé par un de ses contemporains tchèques, qui s'appelle Karel Čapek, et disait « je suis moi-même un chroniqueur et j'écris des fariboles. J'ai une esthétique de la faribole ». Et puis, il y a beaucoup d'autres auteurs contemporains de ces deux-là, par exemple Kafka, évidemment, Hašek, il y en a beaucoup en Europe de l'Est. Et tous ces gens avaient deux points communs. C'était des grands ironistes et ils écrivaient, tu l'as mentionné, Lakis, dans des cafés. C'était des auteurs de café. Et je me demande s'il n'y a pas un lien profond, j'allais presque dire ontologique, entre la forme brève, la chronique, la forme courte, l'esthétique de l'ironie, et le lieu du café culturel, du café littéraire où on écrivait à toute vitesse. Et je termine ma question, qui est plutôt une remarque en fait, avec le fait qu'il y a des héritiers à cela, c'est Rabal qui était tchèque et évidemment Kundera, qui eux-mêmes étaient des ironistes et qui ont pratiqué la forme courte comme si c'était une réponse à la lourdeur démonstrative et aux grandes pesanteurs littéraires. Tu as ton prochain numéro, ton prochain client pour le prochain numéro. Juste ajouter, ce qui est vraiment formidable parce qu'il y a une justice universelle, c'est que les pays arriérés gardent des formes vraiment importantes, c'est-à-dire la nouvelle circule justement parce qu'ils ne sont pas très très en avant, hein. Ils n'ont pas abandonné ce qu'ils ont aimé. Et c'est très important pour nous de savoir ça. Kosztolányi, par exemple, tu parles de Kosztolányi, a écrit, ça c'est un roman, ça s'appelle Corner Esti, et c'est une succession de chroniques. Mais c'est un roman.
C'est un formidable roman. Mais c'est séparé, c'est-à-dire chaque chronique a son début, son milieu et sa fin. C'est des chroniques, une page, 2 pages, des chroniques, des faits divers, mais il y a un fil. On trouve le fil en lisant. On le trouve, le fil, et on le reconstruit. Donc il y a une immensité de possibilités d'écrire, mais le point essentiel, je répète, c'est cette vie littéraire réelle, accompagnée du vin et de tout le reste. Desto Costolani. Desto Costolani. Une autre question, avant qu'on se promette finalement. Moi, je trouve que ce qui manque, et je vous en fais la proposition ce soir, ce qui nous manque, c'est des moments où on se réunit gratuitement, pour le plaisir, et où on se lit des nouvelles. Si on crée une habitude de lecture de nouvelles. Vous êtes d'accord ? Allez, on va y penser très sérieusement. Une question là-bas. Ah, pardon. Une petite réflexion comme ça, mais de vieux clou que je suis, ou que je commence à devenir. On lit des choses et on s'y intéresse quand on a peut-être été un peu éduqué au départ ou qu'on nous l'a montré. Les nouvelles dans La Gare des Michards, on n'en a pas eu beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce manque d'intérêt de lecteurs quelque chose qui est lié au fait qu'on n'a pas été habitué déjà petit dans son apprentissage de la littérature à la lecture de nouvelles? C'est une simple réflexion. En même temps, vous voyez dans le secondaire, on en mange de la nouvelle au collège. Vraiment, alors de la nouvelle classique souvent, mais qui n'a pas lu la parure? Vous voyez, tout le monde a mangé la parure. D'ailleurs, justement, en vous écoutant tout à l'heure, je me suis dit, c'est peut-être encore la faute de l'école. C'est peut-être l'école soit qui ne fait pas son boulot, soit qui vous dégoûte pour toujours de la nouvelle. Et donc, vous voyez, j'exagère un peu, vous voyez, j'enfonce le clou, mais pour le coup, vous voyez, dans les 20 dernières années, la nouvelle est massivement présente dans les manuels scolaires du collège, massivement. Mais en effet, quand vous allez voir les textes qui sont sur les listes de bac à la fin de la première, exit. Elle a disparu quasiment. Mais au socle, pour une raison très pragmatique, madame, c'est qu'il est quand même beaucoup moins difficile d'amener des élèves à lire 10 pages qu'à en lire 312. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est pour ça que... Oui. Et ça a changé. Mais j'ai pas de réponse, parce que peut-être que ça en dégoûte certains, justement. Vous voyez ? Donc... voilà, j'ai pensé à ça tout à l'heure, l'école. Il y avait monsieur là-bas au fond. Monsieur au fond qui demande la parole depuis un bon moment. Il est où? Le monsieur au fond. Ah, c'est vous. Voilà. Oui, bonjour, Laurent Bonnet, romancier, nouvelliste. Merci pour cette soirée, en tout cas, qui est très riche. J'avais envie, effectivement, avec Lakis, de rebondir sur cette notion de rencontre physique. Avait parlé, monsieur. Belinda Cannon le fait aussi. C'est vrai que je disais à mon ami Olivier à côté, je lui dis, mais il faut des banquets de la nouvelle, en fait. En fait, ça se fait en musique, le bœuf, ce qu'on appelle en jazz, ce qu'on appelle le bœuf, en rap, ça se fait aussi. Et en fait, pourquoi ne pas le faire avec le format de la nouvelle? Voilà. C'est une piste de réflexion, évidemment. Il y a quelque chose qui m'a paru totalement flagrant dans cette soirée, et les 2 lectures qu'on a eues ici sont très révélatrices de quelque chose que peut-être on méconnaît. Il me semble que la nouvelle oblige, dans un sens, et elle oblige à quoi? À quelque chose qui s'est en partie perdu dans l'art du roman, étant donné que le marché nous submerge
nous submerge. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a des formes dominantes que sont devenues l'autofiction, ou l'autofiction déguisée, ou ce que j'appellerais la littérature trou de serrure, où il faut aller voir l'intimité de l'un, l'intimité de l'une, et on se raconte, etc. Bref, ce qui s'est passé ce soir, et ce à quoi oblige la nouvelle, finalement, c'est une notion qu'on a un peu oubliée, qui est celle de personnage. Les 2 nouvelles qui ont été lues, mesdames, vous parlez pas de vous, ou si c'est fait, c'est totalement dédié à la naissance d'un ou d'un personnage, masculin, féminin, et ça oblige l'auteur à se sortir de lui-même, et je dirais aussi que ça oblige, et ça devrait obliger aussi cette manière-là, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une sorte de paresse éditoriale, ça obligerait la chaîne du livre, avec des acteurs qui sont totalement absents de la prescription de la nouvelle, comme les libraires par exemple, qui parlent très peu des nouvelles finalement. Qui est allé dans une librairie et qui s'est vu conseiller une nouvelle dans une revue par un libraire? Pour moi, c'est une expérience inconnue. Je ne sais pas si ça arrive. En tout cas, les libraires sont absents de ça. Il y en a d'autres qui sont absents de ça, sauf quand il y a recueil d'une personne très connue qui paraît. On va commenter le recueil de nouvelles, mais c'est le travail du critique. Autrement dit, un recueil de nouvelles avec une multiplicité de personnages oblige à un travail de lecture, un travail de réflexion, qui est peut-être devenu absent en grande partie du paysage. Et je trouve que l'art de la nouvelle, parce qu'il y a un art du roman, Lakis, tu sais combien je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi un art de la nouvelle. Les 2 sont liés, les 2 sont totalement liés, mais l'originalité de la nouvelle, c'est, je dirais, c'est le maintien de la notion de personnage. Et en littérature, c'est très important. Je dirais que peut-être le public français aujourd'hui trouve ses personnages dans les fictions audiovisuelles et les trouve beaucoup moins dans la littérature. Et la nouvelle a un rôle à jouer là-dedans. Voilà, c'était une piste de réflexion. Merci à vous, merci beaucoup.